Aujourd'hui, selon l'enquête annuelle de la franchise réalisée par Banque Populaire, un peu plus d'un tiers déjà des réseaux de franchise ont développé des outils basés sur l'IA. Ma première question, elle va être très simple. Anne-Catherine, c'est quoi les usages principaux de l'IA qu'il y a au sein du réseau EasyCash ? Alors nous, on utilise l'IA depuis longtemps, notamment le machine learning, qui fait partie, que la plupart, que beaucoup de franchiseurs utilisent. Et nous, on l'utilise sur un sujet particulier qui est notamment les sujets de pricing, puisque dans l'occasion, à la différence du neuf, chaque produit est unique et que la cote des produits et le pricing des produits est extrêmement important. Donc on a des pricing de produits à l'achat et à la vente avec des algorithmes, avec du machine learning et un peu d'IA dessus également. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va aider à la décision vos vendeurs en magasin pour pouvoir établir des prix, c'est ça ? On a 80% des produits qui sont pricés et donc à l'achat, ça donne une cote minimum en dessous duquel les vendeurs n'ont pas le droit d'acheter, parce que sinon ils sont en train de voler leurs clients. Une cote maximum au-dessus duquel, s'ils achètent, ils vont se voler. Et puis après, un prix conseillé, une marge de négociation. Donc c'est un exosquelette, moi je parle souvent comme ça. Ça va aider à prendre la décision et limiter les risques. D'accord. Rodolphe, vous êtes passé par beaucoup d'entreprises, on l'a dit. Vous avez vu quels sont pour vous les exemples les plus aboutis dans les franchises grâce à l'IA ? Alors, l'IA, ça fait longtemps que ça existe, depuis un certain nombre d'années. Et la vraie rupture dernièrement, c'est ce qu'on a évoqué juste avant avec la directrice innovation de Carrefour, et puis Yves, c'est la générative IA. Et là, c'est là où il y a une vraie rupture. Tout le monde l'a vu arriver. Et aujourd'hui, les réseaux mettent beaucoup en place la personnalisation de l'expérience et de la relation avec le client. On appelle ça de la personnalisation de l'UX, la User Experience. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer très fortement, notamment au niveau des services clients, pour faire assister les conseillers, notamment dans le dialogue et l'interaction avec le client, mais aussi en ligne, notamment lors de campagnes marketing, lors d'appels sortants, enfin voilà, ça aide beaucoup. Il y a également dans les réseaux des choses qui vont aider les clients et les entreprises à mieux faire la partie back-office. Je pense notamment au DMS, au Delivery Management System, qui vont calculer les routes les plus simples pour optimiser les temps de trajet. Ça, on est sur un domaine de l'IA. Et en générative IA, également, il peut y avoir des choses, notamment sur les fronts, ce qu'on appelle les fronts digitaux, c'est-à-dire sur le site web ou sur les applications. On ne va plus parler à un persona, c'est-à-dire on ne va plus parler à, par exemple, un père ou une mère de famille avec X enfants. On va parler à Julie, on va parler à Yves en fonction de ses centres d'intérêt et on va lui faire des recommandations extrêmement personnalisées avec ça. Il y a beaucoup de distributeurs qui se sont emparés de ces solutions déjà ? C'est des choses qui sont en route. Par exemple, tout à l'heure, Carrefour, avec Opla, commence à arriver à des niveaux de personnalisation. Et tout le monde aujourd'hui, dans les entreprises, sont en train d'étudier ces cas-là. Tous ces cas, parce que, évidemment, cet accès à la technologie, même si c'est très peu cher, ça demande quand même d'être aligné avec la stratégie de l'entreprise. Donc ils sont tous en train de se réfléchir, en train de dire voilà quels sont les cas d'usage que je veux mettre en place. Et les cas d'usage les plus évidents aujourd'hui sont soit en back-office, soit vraiment au support client. Et pour le reste, ils sont en train de fabriquer tout ça. Mais j'inverserai la question, y a-t-il aujourd'hui un distributeur qui ne fait pas de l'IA ? Non. Voilà, Non, tout le monde y va. À des niveaux différents, mais tout le monde y va. Oui, je sais plus quel institut avait dit ça, mais d'ici 2026, 80% des entreprises vont avoir des schémas d'IA dans leur stratégie. Vous le disiez, en fait, on a l'impression que plus on en parle, plus les cas d'usage sont presque infinis. Vous faites comment, vous, pour faire votre benchmark et pour voir finalement quelle est la solution qui va pouvoir vous aider et celle qui ne vous concerne pas ou vous semble peut-être trop anecdotique ou le rapport coût-bénéfice sera peut-être pas assez intéressant ? Alors, je dirais, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est de s'ouvrir les chakras et de regarder ce qui existe, ce que font les autres pour s'inspirer. Et puis la deuxième chose, c'est une fois qu'on a rêvé, c'est de revenir à la réalité en se disant
qu'est-ce que je vais tester, qu'est-ce qui va être intéressant. Alors nous, sur l'IA générative, il y a des choses qu'on fait déjà, notamment sur tout ce qui est création graphique. Nos graphistes, ils utilisent beaucoup d'IA. On utilise énormément d'IA également pour faire des comptes rendus de réunion. Voilà. Donc, pour synthétiser. Pour synthétiser, ça c'est assez efficace et c'est pas très compliqué, mais ça permet quand même de gagner beaucoup de temps. Forcément, on est en train de regarder, je pense qu'on va faire des test and learn et commencer à tester quelque chose sur des chatbots parce que c'est assez simple, c'est plug and play, donc on peut commencer à mettre les mains dedans. Et on est en train de réfléchir à des choses qui sont plus importantes en termes de développement, mais qui du coup vont demander des investissements plus importants et qui nécessitent d'être alignés en termes de stratégie. Oui. Rodolphe, j'entends beaucoup parler des fiches produits. Là aussi, il y a une grande simplification, une aide très forte. Si je prends sur les fiches produits, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, notamment je pense à Carrefour et à Auchan. On a commencé à avoir sur la MDD, sur les marques en distribution directe, c'est-à-dire les marques de distributeurs, des descriptifs marketing arrivés en ligne sur ces produits-là. Je prends un exemple parmi d'autres, un fromage de type Chaos. Ils vont avoir un descriptif marketing qui va être généré par de l'IA. Et cette IA va générer ce descriptif dans un but très précis qui est d'augmenter le SEO du site, c'est-à-dire le référencement naturel du site. Quelques chiffres comme ça, quand je prends des enseignes comme Leclerc ou d'autres, quelques enseignes qui n'utilisent pas cette technologie-là, ils sont en dessous de 70 000 mots-clés référencés par Google, alors que ceux qui l'utilisent sont au-delà de 150 000 mots-clés. Ah oui, ce qui veut dire que dans leur secteur d'activité, si par exemple là on parlait de l'alimentaire, si dans Google demain avec ce niveau de mots-clés là, vous allez chercher quelque chose comme, je sais pas, Lustucru, Barilla ou n'importe quoi, les premiers sites qui sont présentés vont être ceux qui ont le plus de mots-clés. Donc d'entrée de jeu, comme je suis journaliste, je suis critique par définition. Aujourd'hui, tout le monde se saisit ça, je suis d'accord. Mais demain, est-ce que Google ne sera pas suffisamment intelligent pour repérer ce qui est écrit par l'IA et le rejeter de ses moteurs de recherche? Est-ce qu'on n'aura pas l'arroseur arrosé? Alors, ça va être une question de stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, le business que cherche Google, c'est d'avoir du trafic. Et ce trafic, je pense, ils ont quand même tout intérêt à garder ce volume. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont être inscrites demain dans leur algo, mais pas sous cet angle-là. Je ne le vois pas comme ça. D'accord. Rodolphe, du coup, vous regardez effectivement tout ce qui se fait dans l'IA, vous êtes très alerte sur ces sujets-là. On fait comment le tri entre toutes les solutions et tous les cas d'usage qui existent? Très bonne question. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut devenir complètement schizophrène avec la déferlante, le tsunami des solutions qui arrivent, des cas d'usage possibles, etc. Moi, je conseille toujours aux entreprises d'aligner leur recherche avec leur stratégie. C'est-à-dire il va y avoir une démarche complètement opportuniste, d'inspection, de regarder ce qui se passe sur le marché, mais en même temps, il faut que ce soit en lien avec la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire, quelle est la stratégie de l'entreprise? Est-ce que c'est de développer les ventes? Est-ce que c'est d'aller mieux satisfaire les clients? Est-ce que, en fonction de la stratégie d'entreprise, on va aller prioriser ou non ce que l'on a vu sur le marché en termes d'innovation autour de l'IA et surtout de la générative IA que personne n'a vu arriver. On se l'est tous pris de face l'année dernière. Au vu du contexte économique, il y a beaucoup de solutions qui arrivent sur le marché pour améliorer les performances des magasins et ajuster aussi au mieux les stocks. Chez EasyCash, vous adressez comment cette thématique? Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a un PIM unique pour chaque produit. Donc les gestions de fiches de produits, c'est vraiment notre quotidien. On a 10 millions de data sur notre base de données qui ont été pricées. On travaille du coup sur des outils de prévision des ventes, notamment sur des pics périodes, puisque dans le marché de la seconde main, la vraie difficulté, c'est pas de vendre, c'est d'acheter.
Et si mes produits, je ne les ai pas en magasin, je ne vais pas les vendre en Noël. Donc on a vraiment des outils de prévision des ventes qu'on est en train de mettre en place avec des clusters de magasins et des typologies de magasins de façon à aider les magasins à faire le monter en stock. Typiquement sur la PS5 pour Noël, si vous voulez en avoir et pas avoir des ruptures de vente, dès le mois de septembre, il faut que vous commenciez à les racheter, il faut que vous commenciez à être généreux pour les racheter si vous voulez en avoir beaucoup en magasin. Donc on travaille vraiment là-dessus, c'est des outils qu'on met en place avec nos franchisés dans des groupes de travail de façon à le meilleur outil du monde, s'il n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux avoir un outil un peu moyen, qui soit très bien utilisé, sur lequel vous avez 100% d'adoption. Et puis après, une fois que vous avez l'adoption, l'améliorer. Donc ça fait vraiment partie de notre façon de faire. Ça veut dire que derrière, il y a un volet formation qui est important aussi pour vulgariser et pour diffuser les bonnes pratiques grâce à ces technologies? Oui, il y a une grosse partie formation. Alors nous, on a une école de formation sur tous nos métiers qui est un peu... qui a été un peu une nécessité, parce qu'il y a 20 ans, quand on s'est créé, ça n'existait pas ce métier-là, donc on a bien été obligé de faire nos formations. Et on fait des formations qui sont de plus en plus en ligne, de façon à pouvoir faire en sorte que l'usage se déploie plus rapidement. Et je pense, on a beaucoup parlé des usages vis-à-vis des clients et vis-à-vis des back-office. Je pense que sur la partie formation, l'IA générative va sans doute nous permettre de pouvoir gagner beaucoup de temps, notamment sur l'onboarding des équipes, sur ces sujets-là. Nous, c'est des choses que l'on regarde en termes d'usage, parce qu'on est vraiment sur des métiers très très spécifiques sur lesquels il n'y a pas d'école de la seconde main. Donc il faut vraiment qu'on forme les collaborateurs. Et on travaille sur les aspects d'IA. On pense que l'IA générative va être une vraie révolution sur ces sujets-là. Je vous vois acquiescer. Oui, clairement, je suis totalement d'accord. Et même au-delà de ça, si on regarde, si on remonte d'un étage, je pense que les RH dans les entreprises doivent immédiatement s'emparer du sujet. Ça doit être pour accompagner les collaborateurs et collaboratrices, parce que c'est d'ici 5 ans. Je pense que avant sur les CV, si je vulgarise, sur les CV on marquait pack office et demain ce qu'on va demander sur les CV, c'est être en capacité d'interagir avec de l'intelligence artificielle générative. Donc très clairement, il y a un vrai sujet autour, bien sûr, de la formation, de l'onboarding des équipes, et en même temps éviter de faire peur à tout le monde, parce que l'IA n'est pas là pour remplacer quelqu'un, et notamment l'IA générative. Elle est là pour assister. Tout à l'heure, j'ai entendu un mot que j'ai beaucoup aimé aussi, l'aide de camp. Ça va être un vrai assistant à la créativité, à la productivité, et ça va ouvrir un champ des possibles impressionnant pour tous les collaborateurs, et les RH doivent accompagner tout ça. Moi, j'aime bien parler d'intelligence augmentée également, parce que le mot génératif fait peur. C'est là vraiment pour aider les collaborateurs. Et au-delà des RH, je pense également que les franchiseurs, les têtes de réseau doivent commencer à mettre les mains dans le capot. C'est-à-dire que si, en tant que tête de réseau, responsable franchise, directeur d'enseigne, directeur du développement, vous ne commencez pas à avoir ChatGPT, à avoir un abonnement payant, à regarder comment ça fonctionne, vous allez avoir du mal à pouvoir accompagner toute cette révolution qui va arriver, qui va déferler sur nous. Mais est-ce que ça fait encore peur ? Ou est-ce qu'on a passé un cap ? Il y a un an, tout le monde disait vague de licenciements, l'IA. Et il y a même des entreprises qui en profitaient, je pense, pour dire je licencie à cause de l'IA, mais de toute façon, ils l'auraient fait. Bon, alors, ça c'est juste un avis personnel. Ça fait peur ou pas encore ? Chez nous, ça fait pas peur. Nos franchisés sont au contraire extrêmement enthousiastes, parce qu'ils se disent que ça va leur faire gagner du temps, faire prendre des bonnes décisions, et que ça va être accompagné, et que surtout on va leur expliquer, ils vont pouvoir décider avec nous quels sont les chantiers qu'on va choisir comme prioritaires. Donc je pense que non, alors forcément il y a un peu d'appréhension parce que c'est du changement et qu'il va falloir accompagner ce changement, comme à tout changement, mais les gens, en tout cas chez nous, n'ont pas peur. Rodolphe. Oui, et puis je me permets de rajouter, beaucoup d'entreprises aujourd'hui font face à un phénomène qu'on appelle le shadow IA, à savoir où tous les collaborateurs pour lesquels l'entreprise ne s'est pas encore organisée pour proposer de mettre à disposition un chat GPT, voilà. Il y en a beaucoup qui sont pris soit des abonnements perso ou qui ont ouvert un compte en perso pour aller augmenter leur productivité, leur travail. C'est d'ailleurs même un danger pour les entreprises aujourd'hui. Il y en a une que j'ai repérée qui s'est bien organisée, c'est Nestlé.
Nestlé ont fait une verticale ChatGPT en interne qui s'appelle Nest GPT, afin que tous les collaborateurs et collaboratrices puissent jouer avec de l'IA générative dans son métier, peu importe lequel c'est, tout en restant sécure au niveau de la data. Aujourd'hui, ce phénomène de shadow IA, s'il n'est pas organisé par l'entreprise se met face à un risque potentiel de voir fuiter des données qu'il ne souhaiterait pas dans l'univers public de ChatGPT. Donc, pour rebondir sur le sujet principal, c'est oui, les entreprises ont tout intérêt à y aller parce qu'il y a un champ d'opportunités absolument phénoménal et en même temps il y a une vraie demande de tout à chacun des collaborateurs et collaboratrices. Parce qu'en résumé, plus je pose des questions à ChatGPT, plus je l'enrichis, plus je lui donne de l'information. C'est le principe. Ne serait-ce que la question est une information. Je me préoccupe de quoi? C'est exactement le principe. Anne-Catherine, justement, vous le disiez, donc vos franchisés sont plutôt enthousiastes. Vous structurez comment avec d'un côté des franchisés qui vont être appétents pour ce sujet, d'autres qui sont un peu moins familiers avec ça. Comment vous organisez finalement la diffusion des savoirs ? Alors nous, on a des groupes de travail avec des franchisés volontaires, donc c'est notre petit groupe innovation qui décide avec la direction de l'innovation quelles sont les innovations qui sont prioritaires, et c'est eux qui servent de bêta-testeurs avec forcément les magasins succursales et intégrés, parce que c'est quand même mieux quand on a une idée d'aller jusqu'au bout et de pouvoir le mettre en place. Et finalement, alors d'abord on va fonctionner en mode itératif, c'est-à-dire que s'il y a des choses à améliorer, on va l'améliorer avec eux. Et c'est ces franchisés-là qui vont être des ambassadeurs. Les franchisés, ils croient beaucoup plus à notre franchisé qui va lui expliquer que ça fonctionne que la tête de réseau qui va monter sur scène pour dire croyez-moi, ça fonctionne. Donc nous, on travaille beaucoup comme ça et ça fonctionne très bien, c'est très efficace. D'accord. Une dernière petite question peut-être, juste selon vous, la prochaine fonctionnalité que vous aimeriez développer, ou qu'est-ce que vous regardez en priorité en ce moment grâce, ce qui serait possible en fait avec l'IA générative ? Nous, c'est les sujets de formation en IA générative et après les chatbots parce que c'est plug and play et que ça ne nous demande pas un investissement important. Et en ce qui me concerne, c'est comment l'IA générative peut m'aider à synthétiser le flot d'informations aujourd'hui généré par cette même IA générative. Parce qu'aujourd'hui, le sujet est tellement vaste, tout le monde en parle. On a des flots d'informations qu'on a du mal à structurer, on a du mal à tout suivre. Et donc, moi, ce que je regarde beaucoup, c'est aussi sur des aspects formation, c'est-à-dire la formation continue des personnes pour qu'ils soient tout le temps au plus près de l'actualité. C'est comment on peut aider avec cette intelligence artificielle à structurer tout ça et à donner les clés d'accès plus rapidement, au plus proche de l'actualité, justement pour que tout le monde puisse continuer à se former de manière continue. Allez Rodolphe, tout le monde l'a compris, vous êtes un fan de l'IA. Clairement. Et vous connaissez très bien le sujet. Un exemple, une application, un cas d'un distributeur, pour terminer. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé ? Je reste sur mon effet waouh. Sur l'effet waouh, aujourd'hui, il n'y en a pas qu'un seul qui l'a fait. Carrefour l'a cité tout à l'heure avec Opla, mais il y a Bricorama qui l'a fait aussi. Il y a Confo, ils ont mis en place des bots, des agents conversationnels qui sont suffisamment efficaces. Par exemple, Cdiscount prouve avec son chatbot par rapport aux anciens chatbots qui fonctionnent sur des technologies NLU des niveaux de satisfaction client de 72%, ce qui est absolument dingue, avec des niveaux de conversion qui sont équivalents à une conversation avec un humain. C'est bluffant. Et Anne-Catherine, également une dernière question. Est-ce que pour vous, la maîtrise de l'IA, ce sera un outil de différenciation face à vos concurrents ? C'est ça qui va vous permettre effectivement d'aller plus vite qu'eux ? Alors, oui, forcément, parce qu'on est sur des métiers qui sont technologiques. On a toujours l'impression que c'est des métiers que de commerce, mais il y a quand même beaucoup de technologie, beaucoup d'investissements. Donc ça fait partie de sujets qu'on regarde avec beaucoup d'attention et sur lesquels on investit fortement. Eh bien, merci beaucoup merci à tous les deux pour ce témoignage. Là, maintenant, je crois que tout le monde est convaincu qu'il faut y aller.